Mesdames, Messieurs, bienvenue sur votre émission Le débat agricole. Le débat agricole de ce jour va aborder la question de la tomate. La tomate est un fruit légume qui est très apprécié et utilisé par la population béninoise. Une culture qui s'intègre dans l'alimentation des Béninois tant en milieu urbain qu'en milieu rural. Dans ce numéro de votre émission Débat agricole, nous allons faire l'état des lieux sur la production de la tomate et aborder les perspectives. Pour en parler, nous avons dans ce studio le docteur Sikiro Olulotan, coordonnateur du PROCA. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, monsieur le journaliste. À ma droite, nous avons le président de l'association des commerçants des produits maraîchers du département du littoral. Merci d'avoir accepté notre invitation, monsieur Merlin. D'entrée de jeu, si on doit parler de la tomate, quel état de lieu on peut faire rapidement, docteur Sikiro? Merci, monsieur le journaliste. Si on doit faire un état des lieux pour ce qui concerne la tomate, il faut dire que la tomate est cultivée un peu partout au Bénin. Même dans les champs, les gens mettent des tomates pour pouvoir faire la cuisine. Mais il y a des zones où on a de fortes productions, on va y revenir tout à l'heure. Et la production de tomates a évolué de façon croissante au Bénin. Pour ce qui concerne les statistiques, je peux dire que pour la campagne 1998-1999, on a à peu près 21 600 hectares de tomates plantées pour une production d'à peu près 120 000 tonnes, ce qui donne un rendement moyen de 5,55 tonnes à l'hectare. Et lorsqu'on se réfère à la campagne agricole 2007-2008, il y a 27 234 hectares qui ont été mis en culture pour une production de 156 104 tonnes, soit un rendement moyen de 5,73 tonnes à l'hectare. Ce qui fait que lorsqu'on compare l'accroissement au niveau de ces deux campagnes, on a un accroissement de superficie de 26,09% pour un accroissement de la production de 30,31%, ce qui donne en moyenne un accroissement de rendement de 3,35%. Et lorsqu'on passe à la campagne agricole 2019-2020, la superficie emblavée passe à 39 833 hectares pour une production de 360 250 tonnes, ce qui donne un rendement moyen de 9,044 tonnes à l'hectare. Et là, en comparant les résultats de la campagne 2007-2008 par rapport aux résultats de la campagne 2019-2020, on voit que l'accroissement de la superficie est de 31,63% entre 2007-2008 et 2019-2020, qui donne un accroissement de la production de 131% et un accroissement de rendement de 57,78%. Vous voyez que entre 1998-99, la campagne 1998-99 et la campagne 2007-2009, l'accroissement de rendement est de 3,35% sur à peu près les 10 ans là. Et lorsqu'on prend l'accroissement entre la campagne 2007-2008 et 2019-2020, à peu près 12 ans, l'accroissement de rendement est de 57,63% contre 3,35% dont on a parlé tout à l'heure. Cela s'explique par le fait que ces dernières années, il y a des entrepreneurs agricoles qui sont entrés dans cette filière, qui se sont installés dans la production, et puis également les efforts accrus au niveau développés par le gouvernement et les partenaires au développement pour pouvoir développer cette filière maraîchage. Donc, voilà un peu ce que je peux dire par rapport à la production. Maintenant, si vous voulez, on peut aborder, comme je le disais tout à l'heure, les zones propices où on a de fortes productions. Nous allons en venir, mais d'abord, je voudrais me tourner vers M. Merlin pour qu'il nous fasse un bref aperçu de ce qu'il en sait dans la production
sur la position de la tomate. Oui, sur la position de la tomate, il faut rappeler que je suis aussi agriculteur, donc producteur, et c'est après que je suis rentré maintenant dans la commercialisation. Comme l'a dit le docteur tout à l'heure, ces 10 dernières années, nous avions eu un accroissement qui est dû aux efforts du gouvernement et aux agripreneurs privés qui commencent beaucoup à prendre du pas dans ce secteur. C'est là qu'il faut saluer tout ce que le docteur n'a pas dit tout à l'heure. Les statistiques. Oui, le docteur a resté beaucoup plus au niveau des statistiques. Mais il faut reconnaître un projet-programme qui aujourd'hui va dans le fond. C'est le PADMA, c'est le projet, l'un des projets que dirige le docteur, et qui intervient uniquement au niveau du maraîchage. Si aujourd'hui je suis assis ici, aujourd'hui je vous parle en tant que président des commerçants des produits maraîchers du littoral, c'est parce qu'arrivé à un moment donné, ils sont venus nous structurer. Avant, on faisait ce qu'on voulait sur le terrain, mais aujourd'hui, ils sont venus nous structurer. Donc, nous avons aujourd'hui des cadres qui sont beaucoup plus structurés pour la discussion avec des partenaires qui viennent soit investir dans la commercialisation ou bien même que ce produit-là sorte. Donc, c'est déjà quelque chose qui est très important. Tel que je parle des commerçants, c'est comme ça que les producteurs aussi sont structurés, c'est comme ça que les consommateurs sont structurés. Donc là, il y a des itinéraires techniques qui ont été définis. Oui, qui ont été définis. Même aujourd'hui, au niveau des commerçants, nous sommes en train de passer même, c'est-à-dire quand vous allez chez le producteur, il veut vendre sa tomate, il regarde ça au panier. Aujourd'hui, nous sommes en train de faire un travail pour pouvoir aller à la mesure, au kilo, à la mesure. Donc, c'est qu'il faut voir déjà tout ce qui est fait. Mais nonobstant ça, c'est que les itinéraires techniques, comme vous avez dit tout à l'heure, la formation au niveau des producteurs, le fait aussi qu'on fasse des ventes groupées. Nous, par exemple, en tant que commerçants, on nous appelle par exemple à Togo ou bien à Grand Coco pour nous dire nous avons 20 tonnes de tomates disponibles. Imaginez, nous en tant que commerçants, quand on nous dit qu'on a 20 tonnes de tomates disponibles, ce que ça nous fait au lieu qu'on soit en train de faire des regroupements nous-mêmes. Donc, le docteur n'est pas allé dans cette structuration et c'est très important. Aussi, l'évolution aujourd'hui des choses de la vie montre aujourd'hui qu'on a un peu tendance à innover, que ce soit des innovations au niveau du digital, que ce soit des innovations au niveau de la production, c'est-à-dire aujourd'hui l'agritech est en train aussi de nous aider à briser certaines barrières. Donc il faut reconnaître qu'aujourd'hui, nous sommes en pleine production locale, nationale, qu'il y a 5 ans où on importait beaucoup plus de la tomate. Et docteur Sikio, il y a autant de facteurs qui ont rendu favorable ces chiffres que vous avez abordés et M. Mirin l'a abordé tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez revenir sur ces facteurs qui ont boosté cette production? Merci, monsieur le journaliste. Effectivement, il y a, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a pratiquement 2 facteurs. Le premier facteur, c'est les efforts fournis au profit de cette filière-là par le gouvernement du Bénin et les partenaires au développement. Je vais y revenir. Le deuxième facteur, c'est le fait qu'il y a beaucoup plus des entrepreneurs maraîchers qui sont intéressés à cette filière-là. Pour ce qui concerne effectivement les efforts fournis par le gouvernement et les partenaires au développement, il y a un projet appelé PADMA, projet d'appui au développement du maraîchage, qui s'occupe rien que de la filière maraîchage et qui est cofinancé par le gouvernement du Bénin et un certain nombre de bailleurs, dont le chef de file de ces bailleurs est le FIDA, Fonds international de développement agricole. Il y a le Fonds OPEP pour le développement international, OFID. Il y a ASAP également. C'est les 3 bailleurs qui financent. Et ce projet-là a accompagné les producteurs pour ce qui concerne la formation, et également pour leur structuration. Donc, les producteurs sont structurés
du niveau village, coopérative, groupement et autres, pour se retrouver enfin, jusqu'au niveau national, où on a la Fédération nationale des organisations des producteurs maraîchers du Bénin-Fénouma aujourd'hui. Et pour ce qui concerne la formation, et en plus de ça, ça c'est les producteurs. Il y a également les transformateurs, transformatrices qui sont également structurés en association, du niveau communal jusqu'au niveau national. Il y a également les commerçants et commerçantes également qui sont structurés. Et ces trois familles d'acteurs structurés ont permis de mettre en place des tables filières qui constituent des cadres d'échange entre les producteurs, les transformateurs, les commerçants pour négocier entre eux les prix, les contrats d'achat, quelles sont les normes que doivent respecter les produits que moi, commerçant, je vais acheter. Donc, vous les producteurs, vous devez respecter tel critère pour les produits, etc. Ce qui a amené le PADMA également à former les producteurs en conséquence. D'abord, il y a les producteurs semenciers qui sont formés et structurés également jusqu'au niveau national. Et pour ce qui concerne les semences, actuellement, l'INRAB et le World Vegetable Center, qui est un centre régional qui s'occupe des semences de maraîchage, ils sont en train de travailler pour qu'on puisse avoir les semences adaptées à notre climat et au changement climatique, à notre environnement et au changement climatique actuel que nous observons, adaptées également, ou bien qui répond également à la demande aussi bien des transformateurs que des consommateurs. Donc, le projet est en train d'accompagner ces deux institutions pour pouvoir mettre en place cette variété-là, qui peut vraiment répondre à ces choses. Ensuite, il y a la formation sur les itinéraires techniques, comme le président Merlin l'a dit tout à l'heure. Il y a la formation sur les itinéraires techniques. Il faut pouvoir respecter les itinéraires techniques. Quand est-ce qu'il faut faire les planches? Quand est-ce qu'il faut faire le repiquage? Il faut d'abord faire la pépinière. Quand est-ce qu'il faut faire les planches pour repiquer? Quand est-ce qu'il faut entretenir le champ par rapport aux mauvaises herbes, les traitements, etc., etc. Et mieux, il y a la formation qui leur est donnée pour que vraiment on puisse avoir la tomate, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui répond à la demande des consommateurs. Aujourd'hui, pour la plupart des tomates qu'on avait, enfin, maintenant c'est en train de régresser, mais on n'a pas encore gagné la bataille, c'est en cours. La tomate pourrit vite. La tomate pourrit vite. Ce qui est un élément qui n'est pas accepté aussi bien des transformateurs, transformatrices que des commerçants. Donc, il faut récolter quelques jours après, maximum une semaine, ça commence déjà pas pourri. Donc, on est en train entre autres éléments qui ont là, c'est vrai, il y a la variété. Notre variété locale qui est par rapport aux différentes variétés que nous avons sur le marché. Et je vais revenir à M. Merlin pour qu'il nous en parle un peu. Quelles sont les différentes variétés que vous avez l'habitude de trouver sur les terrains en tant qu'acheteur, les variétés dépendent des saisons. Quand nous sommes en période de pluie, nous avons beaucoup plus nos variétés locales qui sont par exemple la King Kong, tout ça que nous avons en période de pluie. Mais quand c'est en période de saison sèche, ceux qui arrivent à produire sur le territoire national, ils nous produisent du Mongal F1, ils nous produisent du Torgal, ils nous produisent, je crois que c'est les deux qui produisent beaucoup plus. Ils sont en saison sèche. C'est vrai qu'il y a beaucoup plus d'autres variétés qui viennent de Loubé, que les gens, donc, on ne place pas trop, mais les principales variétés, c'est Torgal F1 et Mongal F1 qui nous produisent en saison sèche. Je voulais revenir par rapport à au fait que la tomate pourrisse très vite. C'est dû à la qualité? Non, c'est comme l'a dit le tout à l'heure, c'est d'abord dû à la variété et aux entretiens qu'on apporte à la tomate. Et c'est là aujourd'hui qu'il faut remercier le PADMA qui va aujourd'hui dans une culture intégrée. C'est-à-dire
que la limitation au niveau des pesticides chimiques, le PADMA est en train de lutter contre ça. Donc, tout, on ne dit plus aujourd'hui thème bio, parce que le bio n'existe pratiquement plus. Donc, aujourd'hui, ils sont en train d'aider les producteurs à aller dans la culture intégrée. C'est-à-dire, même si on va utiliser des pesticides chimiques, que ça soit juste un peu. Et que les pesticides bio, les pesticides locaux, issus de nos cultures endogènes, puissent nous aider à beaucoup plus avoir des tomates qui sont chanées et qui, quand même, puissent durer en temps de conservation chez nous. Donc, voilà un peu ce que je voudrais. Merci, M. Merlin. Docteur, les variétés. Vous êtes au PADMA aussi. Les variétés, quelles sont les variétés que le PADMA a encouragées sur le sol des Noirs? Bon, les variétés encouragées par le PADMA, il y a les variétés améliorées qu'on y trouve actuellement. J'avais dit tout à l'heure que il y a un appui qui est donné à l'INRA, l'Institut national de recherche agricole, et le World Vegetable Center, qui sont en train de travailler pour mettre au point une variété vraiment adaptée. Là, la variété n'est pas encore sortie. Ce n'est pas encore sorti, c'est en cours. Le travail est en train d'être fait à part les deux institutions. Avant que ça n'aboutisse, on a déjà des variétés. On a des variétés, effectivement, les deux variétés dont a parlé tout à l'heure le président Merlin. Il y a également le PADMA, qui est également la variété PADMA, qui est différente de PADMAR. Oui. Il n'y a pas R à la fin de la variété PADMA. Donc, qui est également recherché par qui est également produit au Bénin. Il y a également la variété Tropimèche, qu'on retrouve également sur le territoire, et qui ont un rendement beaucoup plus meilleur que les rendements de nos variétés locales, qui sont vraiment riches en eau. La variété locale, c'est très riche en eau, mais faible en matière sèche, recherchée surtout par les consommateurs et surtout par les transformateurs. Si on doit parler, quels sont les grands bassins alors de production de la tomate? Si on doit parler, il y a, disons, 6 grandes zones de production de tomates au Bénin. Nous avons la zone de la vallée du Niger, Malanville, Karimama. Il y a la zone de Natitengu qui s'étend jusqu'à un peu Péonko. Nous avons la zone qu'on peut appeler, du Koufo, qui regroupe Koulekamen, Tobiklin, Lalo, Togo. Nous avons la zone qui regroupe Sefoué, Pobé et la vallée de Bébé. Et nous avons en 5e position la zone urbaine et périurbaine, où se développe le maraîchage, à savoir par exemple Cotonou, Porto-Novo, Djougou, et Parakou et autres. Et puis ensuite, enfin, nous avons la 6e zone qui s'est révélée ces dernières années, qui est la zone du littoral, du littoral sableux, où on a par exemple Semekoji et surtout Grand Popo, où la production de tomates se fait sur du sable. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est les 6 grandes zones de production de tomates au Bénin. Et comme je le disais, partout, la tomate se produit, partout. Mais là où on a des fortes productions, sont ces 6 zones-là. Nous avons de fortes productions de tomates au Bénin. Monsieur le Président des commerçants, nous aussi, comme le directeur a dit tout à l'heure, nous avons 2 grandes zones pour notre approvisionnement selon les 2 saisons. Quand c'est la saison pluvieuse, nous nous rabattons sur les zones du sud. Mais quand c'est en saison sèche, nous nous rabattons un peu plus sur le nord. Pourquoi? Parce que, vous savez, la tomate est beaucoup plus un produit. C'est-à-dire, en contre-saison, les zones du sud ne sont pas trop adaptées pour la tomate. À moins qu'on soit en produit hors sol, en serre. C'est d'abord un problème climatique. Vous savez, quand nous sommes au sud du Bénin, en saison sèche, les nuits, nous avons des températures élevées
qui ne favorise pas la moisson. Non, pas l'évolution. En fait, la moisson. Oui, ça peut favoriser la croissance. Oui, ça peut favoriser pas la moisson, la moisson au niveau des fruits. Alors que quand vous allez vous dépasser déjà le niveau de 7 ans, là où il y a un peu d'abattant, pendant cette période. La terre est un peu fraîche là. Oui, bon, c'est en fait les nuits, la moisson au niveau des fruits est un peu plus. Donc, normalement, si on devait faire un très bon calcul au Bénin, c'est que pendant la saison pluvieuse, le sud nous produit de la tomate, et pendant la saison sèche, le nord nous produit de la tomate. Et c'est parce que le Burkina et ses produits sahéliens ont pu développer un système de barrage au niveau des grandes villes. Des irrigations. Oui, il y a irrigation, mais il y a aussi les barrages. Parce que la nuit, quand il fait chaud, on n'arrose pas. On n'arrose pas. Mais le phénomène d'osmose fait que l'eau qui est au niveau des barrages là vient au niveau des températures élevées pour pouvoir briser ou qu'il y ait la moisson. Vous voyez? Donc, voilà les grandes zones suivant les saisons où on s'approvisionne en tomates. Voilà. À part le phénomène de la moisson, est-ce que les types de variétés qui existent peuvent se cultiver un peu partout? Avant que je nous donne la parole. Oui, les types de variétés, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est suivant aussi les saisons. Donc, c'est pas suivant les autres. Non, c'est suivant les saisons. Parce qu'en saison sèche, par exemple, vous devez utiliser des variétés qui sont résistantes, par exemple, à l'eau, qui sont résistantes à la chaleur, et qui aussi ont en eux des éléments qui puissent répulser les micro-organismes nuisibles. Vous voyez? Mais quand vous êtes en saison pluvieuse, c'est que le criquet, par exemple, peut se promener partout et trouver l'herbe. Donc, on limite ça. Maintenant, il faut aussi beaucoup d'eau. Donc, les types de variétés de tomates à cultiver sont beaucoup plus suivant les saisons. Docteur Sikiono, les variétés. Nous allons revenir sur la même question. Est-ce que toutes les variétés sont conformes à tous les types de sols que nous avons obtenus? Non. Et comme je l'ai dit, c'est vrai que bon, les gens prennent les variétés, ils les mettent un peu partout, mais ça ne va pas développer ces potentialités partout. On n'aura pas les mêmes résultats partout. Donc, et on doit pouvoir, en fonction, comme il a dit, c'est vrai, il y a la saison pluvieuse, il y a la saison sèche. Et le phénomène n'est pas le même pour ce qui concerne la réaction de la plante d'une saison à l'autre. Est-ce que vous voyez? Donc, il y a des variétés qui sont mises au point pour pouvoir s'adapter au climat, à notre, au climat, que ce soit la température, que ce soit les déficits d'eau, les déficits hydriques et autres, pour pouvoir supporter ces choses-là. Mais, effectivement, il faut pouvoir mettre au point, et comme je l'ai dit, le travail est en train de faire l'INRAB, avant même que le PADMAN arrive, l'INRAB avait fait un certain nombre de travaux qui ont permis de mettre au point des variétés. Mais comme vous le savez, les changements climatiques, vraiment, aujourd'hui, il faut revoir les recherches pour pouvoir vraiment mettre les variétés adaptées au point. Il y a effectivement des variétés qui sont résistantes à tout ce qui concerne les flétrissements, les microbes et autres. Et il y en a également qui sont résistantes pour les déficits hydriques qui peuvent tenir. Donc ça, c'est le travail de la recherche. C'est le travail de la recherche. Donc les variétés peuvent se cultiver, les différentes variétés peuvent se cultiver partout, mais ne peuvent pas répondre comme cela se doit partout. Il faut que ça se retrouve dans son milieu où les conditions sont réunies pour pouvoir extérioriser ses potentialités et qu'on puisse avoir le meilleur de cette variété-là. Est-ce que les producteurs, c'est-à-dire les agriculteurs, les maraîchers, ont ces informations pour savoir quand produire telle variété ou ne pas produire telle variété? Le PADMA fait beaucoup ce travail. Et ce travail, c'est dans les renforcements de capacités que font les facilitateurs, les agents du PADMA. C'est dans l'itinéraire technique qu'on inclut aux producteurs. Vous savez, le docteur a dit tout à l'heure que les changements climatiques sont en train de tout bouleverser. Et ça fait que cette année, vous pouvez avoir quelque chose. L'année prochaine, ça passe à côté. Donc,
la mise à jour au niveau de nos producteurs doit être régulière, de tous les jours. voilà, de tous les jours. Docteur, Oui. il a répondu à votre question. Je ne sais pas si vous avez quelque chose encore à ajouter. Non, Voilà. tout à fait, c'est réel ce qu'il a dit. Et il faut dire également que les producteurs, de façon générale, ne limite pas ça aux maraîchers seuls, les producteurs de façon générale, ils connaissent mieux les variétés que même les techniciens qui les accompagnent. Ils les connaissent mieux, oui. Ils savent, telle variété, si je prends ça et je le mets en place, en culture, dans mon exploitation, j'ai tel résultat à tel moment, tel autre plutôt. Non. Ils vont même au-delà des frontières pour aller chercher les variétés qui répondent, exactement, qui répondent à leurs besoins, à leurs désirata. Donc, effectivement, comme il a dit, le PADMA, le projet PADMA, est en train de faire un effort dans ce sens-là avec les institutions de recherche pour que vraiment on puisse satisfaire les attentes, les besoins des maraîchers et surtout des consommateurs. Puisque c'est la consommation qui tire la production. Donc, satisfaire les attentes des consommateurs et voilà. Aujourd'hui, on constate qu'il y a des périodes de fluctuation où la tomate peut quitter le Ghana, le Burkina Faso, le Nigeria pour pouvoir venir en soudure à la production locale nationale. Et qu'est-ce qui est dû et en quoi cela répond? Voilà. Merci, monsieur le journaliste. C'est vrai, il y a des périodes où la tomate quitte les pays de la sous-région pour venir au Bénin. Il y a également ce qu'on ne dit pas, des périodes où les tomates quittent le Bénin pour aller dans les pays de la sous-région. Mais souvent, on n'a pas connaissance de ça. Oui, bon, voilà. Et il faut dire que pendant la saison pluvieuse, où on a l'abondance, qui parle globalement du mois d'août jusqu'à novembre, décembre, on a l'abondance de tomates au Bénin ici. Ou même les producteurs, comme il a dit tout à l'heure, l'habitude c'est soit par le panier ou les bassines que les gens vendent. Et pendant cette période d'abondance, c'est les commerçants qui fixent le prix. C'est eux qui fixent le prix. Tu amènes, puis si c'est abondant, si tu retournes, ça va pourrir. Ils disent, je vais acheter ton panier là à tel prix. Parfois, ils disent le prix et les producteurs se fâchent. Ils prennent la tomate, ils jettent, ils prennent le panier ou bien sa bassine, ils rentrent à la maison. Parce qu'il va que même s'il va à ce prix-là, non seulement ça ne va pas couvrir les charges de production, et il vaut mieux jeter que de le vendre à ce prix dérisoire. Donc, il y a cette période-là. Après, on rentre dans la période de contre-saison, la saison sèche, qui part de décembre jusqu'en avril, à peu près. En ce moment, c'est vrai, la tomate coûte beaucoup plus cher. Est-ce que vous voyez, la tomate coûte vraiment cher. En ce moment, c'est le producteur qui fixe le prix. Tu viens, ma bassine là, je le vends à tel prix si tu ne veux pas, il faut laisser. Voilà qu'il y a la demande. Donc, ils achètent en ce moment. Est-ce que vous voyez? Et pendant cette période, il faut dire, c'est vrai, la contre-saison, mais on a un phénomène qui est tel que de janvier jusqu'à février, on a la décrue du fleuve Mono dans le sud ici. Est-ce que vous voyez? Où les gens ils produisent des tomates. Et à partir de mars jusqu'à avril par là, il y a également, et parfois même jusqu'en mai, oui, on a la vallée de Mémé où la production également sort. Mais ça ne couvre pas la demande. La demande est si forte que ça n'arrive pas à couvrir. Donc, en ce moment-là, les conditions sont favorables pour la production de tomates dans les pays de la sous-région, par exemple le Ghana, le Burkina, le Nigeria. Et en ce moment-là, la tomate rentre au niveau de notre pays. Pendant l'abondance, il y en a qui sortent pour aller dans les... Et pendant la saison sèche, c'est plutôt l'effet inverse. Ça quitte ces pays de la sous-région, le Ghana, le Burkina, le Togo, le Nigeria, et ça rentre au niveau du Bénin. Donc voilà un peu le phénomène qui se produit, aussi bien par rapport à la fluctuation des prix que par rapport à la quantité de production que nous avons au niveau du Bénin. Il ne faut pas occulter le fait qu'il y a des importations également en dehors de la sous-région qui viennent d'autres pays hors de la sous-région. Par exemple, les concentrés de tomates. Est-ce que vous voyez? La Chine, voilà, etc., qui arrivent
Voilà, donc il y a plein de tomates concentrées qui sont également importées au niveau du Bénin. Et même les produits qui sont entrés au niveau du Bénin, tout n'est pas comptabilisé. Le système aujourd'hui n'est pas arrivé à canaliser tout ça là, parce que ça vient soit par voie terrestre, et soit par voie maritime ou fluviale, par voie fluviale je veux dire, ou par voie terrestre, avec le principe, la libre circulation des biens. Au niveau Il y a aussi la contrebande. Bon, au niveau de l'espace, donc le cordon douanier n'arrive pas à comptabiliser tout ça là. Ce qui fait que lorsqu'on demande quelle est la quantité de tomates, par exemple, qu'on a importées, on nous parle des quantités qui sont passées et enregistrées au niveau voilà, du cordon. Donc, ce qui vient du Maroc, ce qui vient de l'Espagne, de l'Italie, de ces pays-là, c'est ça qu'on nous présente. Mais en réalité, il y a beaucoup plus de tomates fraîches qui rentrent par la voie terrestre, par la voie fluviale, que la quantité qui sont enregistrées au niveau du cordon et qui sont pris en compte par l'INSAE qui est chargé de ça. Grand commerçant, on revient à vous par rapport à la production, les périodes de soudure. La période de soudure. Bon, vous savez, comme le docteur l'a dit tout à l'heure, le Bénin aussi exporte de la tomate. La preuve, c'est quand le Nigeria avait fermé ses frontières. Vous avez fait un tour là. Vous aurez pu voir plusieurs camions de tomates. Et c'est le lieu aujourd'hui de saluer ceux qui sont entrés dans la transformation. Voilà des femmes, par exemple, qui sont allées s'asseoir dans la transformation de la tomate. Et elles, aujourd'hui, elles couvrent les périodes de soudure. Mais étant donné que on ne veut pas manger ce qu'on veut là, on préfère aller prendre. Comment ne pas manger ce qu'on veut? Non, vous savez, quand vous allez par exemple chez cette dame-là, vous prenez de la tomate concentrée qu'elles font, de la purée de tomate qu'elles font à 500. À cause du coût de production que nos concitoyens ne veulent pas comprendre, ils préfèrent aller prendre ce qui est à 100 francs pour de la tomate. Alors que Concentré de boîte. concentré en boîte. Alors que au moins ça là, vous savez ce qu'on est en train de manger. Donc pendant cette période de soudure, normalement la réponse à apporter à ça, c'est de transformer en période de fâche-à-lait pour qu'en période de soudure, on puisse les mettre sur le marché. Mais parce que le Béninois n'est pas encore trop dans la consommation locale des produits transformés, ce sont les expatriés, les Béninois qui ont vécu vers l'extérieur, qui achètent ces produits-là. Donc aujourd'hui, je demande ici au POCA de nous aider à faire des sensibilisations sur la consommation locale. Parce que la majorité des produits transformés dans le maraîchage que nous avons sous la main, nous avons ce problème pour l'écoulement en période de fâche-à-lait, en période de soudure. Donc, c'est aujourd'hui une demande pressante de commencer par nous aider dans les sensibilisations à l'écoulement des produits locaux en période de soudure. Et quelles sont les difficultés que vous rencontrez au cours de depuis la production à la commercialisation? Si on peut se faire rapidement. Moi, je vais beaucoup plus rester dans la commercialisation. Vous savez, sous la main, ce que nous avons deux types de produits. Au niveau je vais parler en gros du maraîchage. Bon, dedans, on va trouver pour la tomate aussi. C'est les produits frais et les produits transformés. Pour les produits frais, nous n'avons pas d'infrastructure pour la conservation. Vous savez, il nous faut des chambres froides, il nous faut des équipements spécifiques pour pouvoir conserver ces produits-là. Allez un peu à notre plus grand supermarché, ici, vous allez voir un peu comment ces produits-là se conservent. Maintenant, avant cette conservation, c'est qu'il nous faut des équipements aussi pour pouvoir déclasser les produits au niveau de la production. C'est-à-dire, si cette tomate-là a reçu beaucoup de pesticides chimiques, d'intrants, et on sait que cette tomate-là va vite se gâter, il faut la déclasser. Et ça, c'est le travail de nos frères agripreneurs aujourd'hui qui sont dans l'agrobusiness. Non, pas dans l'agrobusiness, dans l'agritech. Ce sont eux qui doivent nous faire des capteurs avec les tablettes pour que l'on puisse déclasser ces produits-là. Mais après ça, c'est au niveau de la transformation, au niveau de l'écoulement des produits transformés. Ça là, le Béninois n'a pas encore cette culture. Et
Ce sont les sensibilisations qui feront qu'on en arrivera là. Maintenant, les marchés d'écoulement aussi. Vous savez, quand vous sortez un peu du pays, vous voyez que les projets programmes aident par exemple les commerçants, appuyés par la table filière. Les tables filières, par exemple, Cotonou peut nous donner par exemple 10 points de vente de produits maraîchers. Ou, comme vous voyez à Boïfort là, on peut venir acheter tout là. Et ça permet au producteur de s'occuper de sa production, aux commerçants de de distribuer. distribuer et de vendre. Donc, il faut ces infrastructures. C'est vrai que c'est des plans que nous avons élaborés au niveau du PROCA et on attend des financements. Donc, si ça tombe, c'est quelque chose qui sera bien pour nous. Mais aussi, aujourd'hui, il faut aussi aller dans le financement agricole. Et c'est là aussi que je salue le Canada, qui sont déjà venus avec la Banque UBA. Ils sont venus demander nos besoins. Et je suis sûr qu'ils sont en train de réfléchir pour savoir quel type de financement ils doivent nous donner pour pouvoir couvrir un peu tout ce que nous faisons et pour pouvoir être beaucoup plus performants dans ce qu'on fait. Docteur, je reviens à vous pour la même question. Les difficultés que vous enregistrez en tant que coordonnateur, quelles sont les difficultés, les plaintes des maraîchers? Oui, c'est vrai, une des difficultés que les maraîchers et même les transformateurs, transformatrices et les commerçants et commerçantes expriment, c'est beaucoup plus, d'abord par rapport aux producteurs, eux parlent de marché, qu'ils n'ont pas de marché pour pouvoir écouler leur production. Et là, on est en train de travailler avec eux pour pouvoir vraiment, pour que leur production puisse répondre aux attentes des transformateurs et des commerçants. C'est-à-dire qu'ils mettent sur le marché des produits qui répondent à la demande. Est-ce que vous voyez? Des produits qui ne vont pas vite pourrir. On est en train de travailler également pour que, effectivement, on puisse avoir, comme le président l'a dit tout à l'heure, des unités de conservation et même de transformation. Et dans les grands bassins de production de tomates, dans la zone d'intervention du Palmar. Et pour faciliter en attendant cela, comme je l'ai dit, il y a les différents acteurs, les différentes familles d'acteurs qui ont été organisées. Et au niveau des producteurs, le travail est en train de faire pour qu'ils puissent faire les ventes groupées. C'est-à-dire qu'ils regroupent les productions en un lieu à des jours fixes où les transformateurs et les commerçants viennent acheter. Ce qui va dans leur avantage doublement. Premièrement, pour ce qui concerne les producteurs, ils peuvent s'entendre eux-mêmes, fixer le prix, négocier le prix avec les acheteurs, que ce soit les transformateurs ou les commerçants. Les commerçants, leur avantage ou les transformateurs, c'est qu'ils n'auront plus à parcourir les différentes exploitations pour pouvoir avoir la quantité de tomates qu'ils veulent. Ça veut dire que ça réduit leurs frais d'approche, ça réduit les coûts de revient, voilà, etc. Donc, et là, ils sont tous partants, sont tous d'accord par rapport à ça. Le travail est en train d'être fait actuellement et il y a des zones où on a déjà organisé les producteurs qui font des ventes groupées. En plus de ça, il y a un travail qui a été commandité, qui a été réalisé, bien sûr, par des Béninois, pour qu'on puisse voir quels sont les acheteurs, les gros acheteurs, aussi bien au niveau national que dans la sous-région. Et l'identification est faite de ces grands acheteurs-là jusqu'au niveau du Ghana, où on a des noms avec des contacts qu'on met en lien avec nos producteurs. C'est vrai que la demande de ces opérateurs économiques-là dépasse largement la production que nous avons aujourd'hui. C'est pour cela que nous sommes en train de travailler sur la production. Est-ce que vous voyez? Pour ce qui concerne les transformateurs et les commerçants, les difficultés qui remontent souvent, c'est le fait que les produits qu'ils ont, ça pourrit vite. Et la quantité qu'ils veulent, à des moments donnés, ils n'ont pas. Pendant la saison sèche, ils n'ont pas les produits qu'eux, ils recherchent.
Donc, on est en train de travailler avec les producteurs, puisque pour que, enfin, les raisons qui amènent les raisons qui font que les tomates pourrissent, il y a l'utilisation excessive pas tellement des pesticides, mais des engrais. Des intrants. Des intrants. Des intrants. Bon, quand on dit intrants, vous avez déjà mis les pesticides dedans, mais moi, je ne veux pas parler des pesticides, mais des fertilisants. Des fertilisants. Est-ce que vous voyez? Lorsqu'on utilise une forte dose de fertilisants chimiques de synthèse, la tomate va vite pourrir. Et ce n'est même pas la tomate seule. La carotte également, etc. Ça pourrit vite. Donc, on est en train de les amener, comme le président l'avait dit en temps, qu'ils réduisent l'utilisation de ces pesticides, de ces fertilisants chimiques de synthèse et d'utiliser les fertilisants organiques. À défaut d'utiliser les fertilisants bio, tout au moins les fertilisants organiques, par exemple le compost, le terreau et autres, qui sont fabriqués par des entrepreneurs qui sont installés aujourd'hui, accompagnés par le projet PADMA, pour pouvoir produire et vivre de cette production de compost et autres. Ça, c'est un premier élément pour pouvoir satisfaire le besoin de ces commerçants-là. Et encore, on est en train de travailler, comme je l'avais dit, sur la variété. Parce que même si ça ne pourrait pas vite, et que ce n'est pas charnu, ça n'a pas un poids sec, la matière sèche, la quantité qu'il leur faut pour pouvoir rentabiliser eux aussi leur activité, ça ne va pas marcher. Donc, on est en train de travailler sur tout cet tableau-là à travers le projet PADMA. C'est vrai, ça ne se sent pas tout de suite, mais les acteurs, eux, ils le sentent. Mais d'ici là, ça serait connu de tout le monde. Donc, ça dit que la recherche est active. La recherche est active. Et cette recherche-là implique les acteurs eux-mêmes pour pouvoir vraiment trouver le produit qui correspond à leurs besoins. La recherche est active, M. Merlin. Et vous sentez-vous cette recherche vraiment active? Ah oui. Comme l'a dit peut-être tout à l'heure, il faut voir aujourd'hui l'accroissement au niveau du rendement de la tomate. Et avant, on commençait déjà par sentir la tomate déjà depuis longtemps. Aujourd'hui, nous avons par exemple des tomates où avant les dames disaient que en saison sèche, les tomates là, quand on les prépare, c'est acide. Aujourd'hui, vous allez voir qu'on n'a plus trop ça. C'est le travail de la recherche. La recherche est active. Et quelles sont vos perspectives à long et à moyen terme pour la filière en tant que commerçant? En tant que commerçant, la perspective, PADMA déjà nous aide à sortir du pays, à aller chercher des clients. Chercher des clients. Le PADMA nous aide à ce que nous donnons des normes. Vous savez, ce n'est pas le commerçant qui consomme la tomate, c'est le consommateur et la transformatrice. Et ce sont nous, notre clients. Et quand la transformatrice dit que moi je veux des tomates qui sont moins mûres, qui sont charnues, il faut que moi je fasse tout possible pour trouver ça. Quand le consommateur dit que je ne veux pas de la tomate qui est acide dans la sauce, la tomate qui doit beaucoup plus rester en conservation chez moi, c'est ça que l'on va dire. C'est pour ça que la recherche travaille. Donc les perspectives aujourd'hui, c'est d'encourager tous les nouveaux agripreneurs qui sont en train de venir dans le domaine, que ce soit au niveau de la production, de la transformation, de la distribution. C'est aujourd'hui amener l'agritech à vraiment nous booster. Vous savez, l'Internet aujourd'hui et les nouvelles technologies font un tel raccourci au niveau de tout ce qu'on fait que nous en avons besoin. Donc aujourd'hui, nous avons besoin que le PADMA nous dote d'applications, de sites web vraiment performants pour nous aider à savoir que la tomate, par exemple, qui vient ça dit, déjà sur un site où je peux savoir que dans le Koufou, j'ai 10 tonnes de tomates dans 2 mois. Moi, en tant que commerçant, je travaille déjà pour pouvoir vendre ça parce que c'est une contribution sur la terre. C'est vrai que nos producteurs ne sont pas encore allés à ce niveau, mais aujourd'hui, tous les projets programmes nous aident à venir là. Il y a déjà beaucoup d'applications et d'agripreneurs qui sont dans ce domaine, mais que eux aussi, s'ils m'écoutent, s'approchent de ces projets programmes là pour leur proposer des solutions qui vont vraiment
des Vous solutions êtes innovantes. innovantes qui nous seront vraiment faciles à utiliser. Docteur, c'est que perspective à court, moyen et long terme. Voilà. Les perspectives, d'abord, on avait déjà parlé de variété et longtemps, je ne vais plus m'attarder sur ça, qui est en cours. C'est bien qu'on puisse développer le travail en train et en cours actuellement pour que vraiment on puisse développer la culture hors sol. Surtout dans les zones où il y a le problème foncier qui se pose. Les gens peuvent, sur leur dalle, la dalle de leur maison, produire le maraîchage. Donc, production enfin, du maraîchage hors sol, de tomates hors sol. Il y a également la production sous serre. Donc, on a fait un premier essai avec l'INRAB, cet essai-là est concluant. Nous allons le multiplier. Il y a un certain nombre de serres qui sont prévues. L'INRAB a fait le travail en milieu de recherche. Maintenant, en milieu réel, c'est-à-dire en milieu des maraîchers même, il y a un certain nombre de serres qu'on a prévu cette année mettre en place. Et ensuite, faire l'extension. Il y a cet aspect-là. Nous renforçons également la formation et l'installation des gens qui sont prêts à vivre de la production de compost, par exemple. Est-ce que vous voyez? Des fertilisants organiques. Ça, nous sommes en train de travailler dans ce sens-là. Et pour ce qui concerne également les itinéraires techniques, nous renforçons la capacité des maraîchers dans ce sens-là pour que vraiment on puisse avoir au finish des produits qui répondent à la demande du consommateur. Parce que, comme il a dit, le président, le but final, c'est le consommateur final. C'est lui. C'est ce qu'il demande, c'est ça qu'il faut lui produire, qu'il faut lui mettre dans le plat. Sinon, il ne va pas l'acheter. Et s'il n'achète pas, toute la chaîne est grippée. Donc, voilà un peu ce qu'on peut dire par rapport à la perspective. Il y a la recherche par rapport à la variété. Il y a tout ce qui concerne les autres technologies à utiliser. Production sous serre, production hors sol, l'utilisation des fertilisants organiques ou bio. Et également les innovations pour ce qui concerne les itinéraires techniques. Et le président a parlé de quelque chose qui est très important également pour ce qui concerne comment on peut l'appeler, les applications. Ça également, le travail est en train d'être fait sous la conduite de la FUPO. Et donc, financé bien sûr par le PADMA et également le PADAM, qui est également un second projet du POCA. Donc, ils sont en train de travailler pour que ce soit les producteurs eux-mêmes qui portent cela. Donc, ça ne va pas se limiter seulement au maraîchage, mais aux autres cultures également. Et ça serait porté par la FUPO, la Fédération des unions des producteurs du Bénin. Le travail est en train d'être fait et c'est suffisamment avancé. Et bientôt, ils sont impliqués. Ils sont impliqués. Il y a leurs représentants qui participent aux discussions, aux débats, pour qu'on puisse aboutir à un système très simple, reproductif et durable qui permette aux producteurs d'avoir des informations sur le marché et également aux commerçants et transformateurs d'avoir des informations dans les zones de forte production et de pouvoir satisfaire leur et monsieur Mironin, et le temps qui nous est donné tout doucement à sa fin, quel est votre mot? Mon dernier mot, c'est d'abord de remercier le POCA. Et il faut qu'on cesse de rendre hommage à nos fainéants personnes après leur visite. Et c'est pour moi un moment de rendre hommage au docteur Ali pour tout ce qu'il a fait pour le maraîchage dans ce tour. En passant par tout ce qu'il a fait. Moi, j'étais étudiant et j'entendais tout. Quand il est devenu mon truc de tutelle, je n'ai pas eu la chance de le voir comme ça. C'est vrai que je vois tout passer. Donc, c'est pour moi. Le débat agricole vous a rapproché. Oui, le débat agricole vous a rapproché. Donc, c'est pour moi lui rendre hommage. Et tous ceux qui suivront cette émission, on va savoir que pour le maraîchage, au Bénin, il fait partie des tribus. Donc, je vous invite aussi à faire beaucoup d'émissions sur le maraîchage, c'est pas la tomate, à l'inviter pour qu'il puisse partager ses expériences avec nous, pour que nous qui sommes jeunes là, on puisse apprendre de nous. Donc, voilà un grand témoignage sur vous. Et quel est votre mot pour conclure cette émission?
Mais merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je remercie le président pour ce témoignage. Il faut dire que le travail qui se fait, ce n'est pas le travail d'une seule personne, de ma personne, ma modeste personne seule, mais c'est un travail d'équipe qui se fait. Il y a toute une équipe. Il y a le chef projet Padma avec toute son équipe et déconcentré jusqu'au niveau des communes que le travail se fait. C'est vrai, il a dit, j'étais passé dans le mono, effectivement, à la tête d'un autre projet. C'est vrai, mais toujours c'est un travail d'équipe. Et nous sommes appelés à le faire, c'est un devoir pour nous. Et si le gouvernement et les bailleurs nous font confiance et nous confient ce travail, nous sommes obligés de le faire pour satisfaire les bénéficiaires, c'est les producteurs à la base, c'est les consommateurs dans nos villages, c'est également les consommateurs, bien sûr, dans les villes. Bien vous voyez. Donc, nous sommes appelés à le faire autant que notre souffle va toujours et voilà, sera là et que nos compétences seront sollicitées, on est toujours prêt à donner le meilleur de nous-mêmes pour que vraiment notre agriculture se décolle et que effectivement la filière maraîchage, qui est aujourd'hui une filière très porteuse et qui offre des opportunités d'emploi pour les femmes, les jeunes, tous ceux qui veulent en faire un métier, pour que cette filière-là se développe réellement dans notre pays et change le visage que nous voyons aujourd'hui au niveau de nos villages, même au niveau de nos villes. Merci, docteur, pour avoir participé à cette émission. Merci C'est moi qui aussi, vous monsieur remercie. l'ingénieur. Chers téléspectateurs, ce sera tout pour ce numéro de débat agricole. Restez toujours scotchés et d'ici là, portez-vous bien.